Voilà. Donc, on va pouvoir commencer puisqu'on commence à l'heure. Donc, je voulais tout d'abord dire la bienvenue pour cette rencontre justement avec plusieurs services en lien avec la CNAP. Donc, c'est une rencontre d'information et d'échange spécifique à l'Amérique du Nord et du Sud. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont pu être associées. On a différentes représentants et représentantes des relations et la direction des relations internationales qui vont aborder des thématiques spécifiques à vos pays, telles que sur les certificats de vie, bien évidemment, la retraite, les changements qui sont liés à la réforme. Et aussi, on a plusieurs personnes qui sont présentes et qui interviendront plus en lien spécifique par rapport à des ententes spécifiques à certains de vos pays. Et puis, à la toute fin, donc, il va y avoir plusieurs présentations qui vont vous être faites. Et on a gardé un temps d'échange à la fin parce que peut-être que même des questions que vous avez d'ores et déjà seront peut-être même répondues par nos intervenantes et intervenants au cours de leurs interventions. Et donc, si jamais ça n'est pas le cas, vous aurez la possibilité d'avoir un complément d'information en ayant un temps d'échange à la fin. Donc, vous aurez la possibilité soit de lever la main, soit de poser vos questions au niveau du conversé que vous avez sur l'outil. Donc maintenant, je pense que tout le monde est plus ou moins familier avec Zoom, mais vous avez la possibilité sinon de lever la main. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Camille Audrin, qui est donc là, je vais encore entrer des personnes dans le qui est Camille Audrin, qui est donc la directrice des relations internationales à la CNAV et qui va nous présenter les principes généraux à la sécurité sociale et notre régime de retraite. Donc, je vais vous donner la parole. Donc, c'est bon, ça vous. Merci beaucoup en tout cas de votre Bon, participation. Je vous cède la parole. bonjour à tous et bon, merci beaucoup pour l'organisation de cette réunion que je sais attendue. Alors, peut-être qu'avant d'introduire effectivement la présentation générale, je vais me présenter et laisser mes collègues autour de la table virtuelle indiquer qui ils sont et à quel titre ils interviennent, puisqu'il y a plusieurs organismes aujourd'hui. Donc moi, je suis effectivement Camille Audrin, directrice des relations internationales de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est donc la tête de réseau de la branche retraite du régime général. Mais j'y reviendrai tout de suite après pour peut-être clarifier déjà ce premier point. Je prends la suite pour la CNAV. Donc, je suis Virginie Barret, l'adjointe de Camille Audrin, donc à la direction des relations internationales. Et je vais présenter notamment voilà, les conséquences d'une expatriation pour les personnes voilà, qui ont travaillé dans un des pays d'Amérique. Je prends la suite. Je suis donc Françoise Julien de Gast et je suis responsable du pôle relations avec les assurés de l'étranger à la CNAV. Je suis également à la direction des relations internationales. Bonjour à tous, donc Audrey Benjamin, je travaille également donc pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse, mais à la direction des assurés de l'étranger, où je suis responsable du pôle d'appui au pilotage et aux relations extérieures. Bonjour à tous. Ah, pardon. Vas-y. Je termine avec la CNAV. Bonjour à tous, donc Robert Jérémy. Je suis donc chargé des relations extérieures, donc à la direction des assurés de l'étranger de la CNAV. Pascal Pilet, donc moi je travaille, je suis responsable du pôle des relations internationales de la CARSAT Aquitaine à Bordeaux et à ce titre, je suis correspondant pour le régime général donc pour les pays d'Amérique latine qui sont le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Bonjour, je travaille avec Pascal Pilet à la CARSAT Aquitaine, au pôle des relations internationales également. Bonjour à tous, je suis M. de la Fuente-Anthony, je travaille avec M. Pilet et Isabelle Pichon. Donc, nous, on a bien la compétence nationale pour tout ce qui est des dossiers, effectivement, Uruguay, Chili, Argentine. Et donc, je suis relais technique. J'appuie effectivement nos collègues sur la formation et tout ce qui est législation.
Alors, si je ne me trompe pas, je pense qu'on a fait le tour des différents représentants de la branche retraite, qui sont donc nombreux. C'est ce que permet aussi la visio. Et donc, je les remercie tous d'avance pour s'être rendus disponibles pour répondre, pour présenter et répondre à vos questions. Donc, peut-être, Virginie, je te laisse partager l'écran, parce on va débuter du coup la présentation. Est-ce que c'est bon, vous le voyez? Oui. Oui, c'est bon. Ouais. On voit. C'est bon. Parfait. Alors, en introduction, donc je vais poser un petit peu le contexte de ce qu'est la CNAV dans la galaxie de la sécurité sociale française. Et je laisserai ensuite la parole à Virginie qui rentrera dans des modalités plus pratiques et opérationnelles. Donc, un petit rappel en préambule, qu'est-ce que le système de la sécurité sociale française aujourd'hui? C'est un système qui s'organise autour de 3 régimes selon la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez. Donc, le régime général, qui est le plus gros des régimes, qui représente 88% de la population française et qui couvre les salariés de droit privé et les travailleurs indépendants. Ensuite, nous avons donc le régime agricole qui accompagne les exploitants agricoles et les salariés agricoles et qui couvre 5% de la population. Et enfin, les régimes spéciaux, parmi lesquels les régimes des fonctionnaires, les régimes RATP, SANCF, qui, eux, couvrent 7% de la population. Chacun de ces régimes a son mode de fonctionnement spécifique. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment pas de rentrer dans l'organisation des régimes, mais simplement pointer le fait que nous intervenons aujourd'hui au titre de la branche retraite du régime général. Nous représentons, toutes les personnes qui viennent de se présenter, représentons donc la branche retraite du régime général et donc le régime de base des salariés de droit privé et des travailleurs indépendants. Et c'est à ce titre que nous prenons la parole aujourd'hui. Puisque nous ne sommes pas le seul régime de retraite en France, hein, comme vous l'aurez compris. Nous avons aujourd'hui en France un peu plus de 30, alors une trentaine de régimes de retraite. Virginie, tu peux avancer, je pense. Voilà. Nous avons une trentaine de régimes de retraite, de base et complémentaires. La réforme des retraites qui s'est mise en œuvre depuis le 1er septembre 2023 est venue encore diminuer ce nombre de régimes de retraite. On est aujourd'hui autour d'une trentaine de régimes de retraite et le système est tellement compliqué qu'on n'est pas complètement en capacité de vous donner le nombre précis, mais en tous les cas, on est plutôt autour d'une trentaine de régimes aujourd'hui, avec un point commun à l'ensemble de ces régimes de retraite, c'est qu'ils fonctionnent selon un système de répartition, c'est-à-dire que les cotisations encaissées auprès des actifs au cours d'une année sont redistribuées sous la forme des pensions versées aux retraités la même année. Alors, le réseau de l'assurance retraite dans ce dispositif. Donc, comme je vous l'ai dit, donc moi, je représente la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est la tête de réseau de la branche retraite du régime général et qui s'appuie sur 20 organismes, donc 15 caisses de retraite et de santé au travail, les CARSAT, et au niveau des DOM et de Mayotte, nous avons des caisses générales de sécurité sociale. Une spécificité sur cette organisation, c'est que la Caisse nationale d'assurance vieillesse est également caisse de retraite pour l'Île-de-France. C'est donc pour ça qu'autour de la table virtuelle, nous avons des représentants de la CARSAT de Bordeaux, mais également des représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse côté région, c'est-à-dire la direction des assurés de l'étranger, c'est la caisse de retraite d'Île-de-France qui est intégrée à la CNAV. C'est un petit point un peu spécifique, mais qui me semble important de préciser. Quelles sont nos missions? Globalement, à la branche retraite, on a 3 grandes missions. La première, c'est de suivre et de reconstituer la carrière des salariés, avec un très fort enjeu, puisqu'on est sur des carrières aujourd'hui qui sont de plus en plus heurtées, avec beaucoup de mobilité professionnelle
et notamment des mobilités à l'international qui augmentent. À titre d'exemple, en 2020, 8% des nouveaux retraités avaient effectué une partie de leur carrière à l'étranger. Donc ça, c'est notre première mission, reconstituer la carrière des salariés. Deuxième mission, au moment du départ à la retraite, conseiller et accompagner les actifs pour qu'ils choisissent les meilleures modalités en fonction de leur situation. Et puis, troisième mission, calculer et verser les retraites. Il faut savoir aujourd'hui qu'on verse les retraites à plus de 15 millions de personnes, dont 1,1 million résident à l'étranger. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la volumétrie. C'est pour ça qu'on est en termes de volumétrie, le régime qui est le plus gros régime de tous les régimes de retraite en France. Alors, une spécificité dans notre organisation, au-delà de ce que je vous ai présenté, ce sont les pôles de compétences. Puisqu'il faut savoir que les dossiers des résidents à l'étranger sont répartis entre les CARSAT selon leur pays de résidence. Et c'est ainsi que les dossiers des résidents... alors, je voulais juste vous partager un truc. En fait, j'ai croisé une enseignante. Oui, donc les dossiers des résidents donc, du Canada, du Québec, des États-Unis et du Brésil sont donc assurés et accompagnés par la direction des assurés de l'étranger de la CNAV Île-de-France. Et les dossiers des pays d'Argentine, Chili et Uruguay sont accompagnés par la CARSAT de Bordeaux. Voilà pour cette rapide introduction. Maintenant, je laisse donc la parole à Virginie pour les éléments sur la préparation de sa retraite lorsqu'on l'on vit ou travaille à l'étranger. Oui, merci Camille. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et à connaître un peu les conséquences d'une expatriation sur la future retraite au régime général. Alors, il faut savoir que quand on part à l'étranger, il y a deux situations possibles. On a une situation de détachement, où là, c'est un peu comme si vous ne quittiez pas le territoire français, puisque c'est votre entreprise qui vous détache pour une mission qui doit être de durée limitée et il doit toujours y avoir un lien de subordination avec l'entreprise qui vous détache. Donc, il doit avoir une conservation des liens avec la France. Ce détachement, vous continuez à cotiser en France comme vous le faisiez lorsque vous étiez directement sur le territoire. Alors, cette durée de détachement peut varier d'une convention à l'autre. Alors, par exemple, pour l'Union européenne, la durée du détachement est d'une année qui est renouvelable une fois. Pour les États-Unis, on est sur une durée de détachement jusqu'à 5 ans. Donc ça dépend après des textes, des conventions internationales de sécurité sociale. Et l'autre situation, c'est lorsque une entreprise dans le pays dans lequel vous êtes expatrié vous recrute. À ce moment-là, il n'y a plus du tout de rattachement avec la France. Vous avez un contrat de travail local. Et à ce moment-là, donc, vous allez cotiser auprès de ce pays dans les différents régimes de sécurité sociale qui peuvent exister, puisqu'il faut savoir, dans certains pays, il n'y a pas de système de retraite, par exemple. Donc là, voilà, vous coupez tout lien avec la France, vous ne cotiserez plus. En tout cas, vous n'avez plus la possibilité, via ce recrutement local, de cotiser en France. Cependant, vous pouvez garder ce lien avec la France, puisque lorsque justement vous avez ce contrat local et que par exemple il n'y a pas de convention internationale de sécurité sociale, vous pouvez décider en tant qu'assuré de vous assurer pour le risque retraite auprès de la Caisse des Français de l'étranger. C'est-à-dire que vous cotiserez volontairement auprès de la sécurité sociale française. Donc, c'est-à-dire pour la retraite de base de la sécurité sociale uniquement. Après, il existe une retraite complémentaire qui est également facultative auprès de... Voilà, c'est notamment Malakoff Humanis qui va gérer cette partie complémentaire. Donc, cette adhésion volontaire, elle a forcément un coût, et elle a un coût plus important qu'en France, puisque sera à la charge de l'assuré les cotisations salariales, mais également les cotisations patronales. Il y a une autre possibilité aussi, c'est si vous allez travailler à l'étranger et que ces périodes ne pourront pas compter pour différentes raisons dans le calcul de votre future retraite, il y a possibilité de racheter ces cotisations
Et pour ce faire, il faut que ce rachat puisse se faire dans les 10 ans qui suivent le dernier jour d'activité à l'étranger. Les montants pour ce rachat varient selon votre âge, varient selon ce que vous voulez racheter, les conditions de rachat et vos revenus. Il y a un simulateur sur le site de l'assurance retraite pour évaluer le coût de ces rachats. Sur cette carte, vous voyez tous les accords qui sont signés entre la France et les autres pays du monde. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, il y a de nombreux accords de sécurité sociale. Il y en a également en Afrique et un peu moins en Asie. Donc, ce sont des accords qui sont signés entre la France et l'autre pays. Donc, ce sont des accords bilatéraux, des accords internationaux. Pour ce que vous voyez en bleu, c'est ce qui correspond au règlement européen de coordination en matière de sécurité sociale. Donc, cette coordination fonctionne avec les 27 États membres de l'Union européenne, plus la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Le Royaume-Uni, qui est coloré en bleu, normalement ne sont plus concernés par ces règlements européens de coordination puisqu'ils sont sortis à la suite du Brexit. Alors, une activité à l'étranger, vous pouvez en avoir, voilà, vous pouvez vous expatrier en contrat local dans un pays ou travailler dans différents pays, que ce soit dans l'Union européenne ou au-delà de l'Union européenne. Lorsque vous travaillez dans un pays de l'Union européenne ou dans plusieurs pays de l'Union européenne, il y a une coordination qui s'effectue. C'est-à-dire que, prenons un exemple, vous avez travaillé donc en France, vous avez travaillé également en Belgique, en Allemagne, en Espagne. Comme c'est l'ensemble des États membres de l'Union européenne sont coordonnés par ces règlements-là, on pourra prendre en compte dans le calcul de la future retraite l'ensemble des périodes effectuées donc en France, en Belgique, en Allemagne et en Espagne. On pourra ce qu'on appelle totaliser ces périodes-là. Par contre, si vous avez travaillé dans un État membre de l'Union européenne et dans un pays lié par la France par une convention internationale de sécurité sociale, à ce moment-là, on ne pourra pas faire une totalisation de toutes ces périodes. En effet, on va faire un double calcul, c'est-à-dire qu'on va prendre déjà les périodes France et l'État de l'Union européenne dans lequel vous avez travaillé, prenons la Belgique. Voilà, on va faire un calcul en appliquant les règlements européens de coordination. Et on va, si vous avez travaillé également aux États-Unis, on va également faire un autre calcul qui prenne en compte les périodes effectuées en France et aux États-Unis. On va comparer ces deux montants et on va servir le plus avantageux. Pourquoi on ne totalise pas toutes ces périodes? Parce que c'est deux textes différents. D'une part, les règlements s'appliquent. D'autre part, c'est une convention bilatérale, ce que j'ai précisé tout à l'heure. Bilatérale, c'est-à-dire que c'est la France qui a signé un accord avec les États-Unis. Donc, seules les périodes effectuées dans ces deux pays pourront être prises en compte. Cette non-totalisation fonctionne également lorsque vous avez travaillé dans deux pays différents, c'est-à-dire que vous avez travaillé par exemple aux États-Unis, au Canada, il y a chacun une convention avec ces deux pays, mais on ne fera pas une totalisation de l'ensemble des périodes. On fera deux calculs séparés pour tenir compte à chaque fois des accords et des champs d'application de chacun de ces accords. Et bien sûr, on ne totalisera pas les périodes avec les périodes effectuées dans un pays où il n'y a pas de convention de sécurité sociale avec la France. À ce moment-là, on prendra en compte juste les périodes effectuées en France, on vous servira votre retraite française. Après, je pense s'il existe un système de retraite dans le pays dans lequel vous avez travaillé, vous pourrez éventuellement formuler votre demande de retraite dans ce pays pour bénéficier de la pension. Le calcul de la retraite. Il y a 3 paramètres pour calculer une retraite. Donc, on prend le revenu annuel moyen, qui est calculé sur la moyenne des 25 meilleures années, qui est multiplié par un taux qu'on dit maximum quand il est à 50%, et il peut être au minimum de 37,5% par exemple. Et c'est ensuite multiplié par les trimestres que vous avez obtenus sur le nombre des trimestres qui sont requis pour votre génération.
en fonction de votre année de naissance. Par exemple, si vous êtes né, on va prendre en 1970, il faut que vous ayez cotisé une certaine durée pour pouvoir avoir le taux maximum de 50%. Une petite information complémentaire, si vous avez eu 3 enfants, il y a une majoration de votre montant de retraite de 10%. Donc, il faut pour cela justifier d'avoir eu et élevé 3 enfants. Comment faire pour demander sa retraite? S'il y a une résidence, quand vous résidez à l'étranger et que vous devez demander votre retraite, que vous avez travaillé dans le pays dans lequel vous résidez et que vous avez travaillé en France, et qu'il y a un accord international de sécurité sociale ou que les règlements européens de coordination s'appliquent, à ce moment-là, il faut faire sa demande de retraite dans le pays de résidence. Lorsque vous faites cette demande, il faut bien que l'assuré signale qu'il a travaillé en France pour qu'il puisse y avoir des échanges de formes, ce qu'on appelle des formulaires, hein, qui sont des formulaires qui sont l'équivalent de nos CERFA. Donc, des formulaires seront échangés entre ce pays et la France avec toutes les informations pour pouvoir calculer la retraite. Donc, le pays, par exemple, prenons les États-Unis. Les États-Unis vont envoyer la carrière qui a été effectuée dans ce pays par l'assuré, vont l'envoyer en France, et la France va pouvoir également envoyer les éléments de carrière aux États-Unis pour pouvoir ensuite procéder au calcul en tenant compte de ces périodes effectuées dans les 2 pays. Si vous ne résidez pas dans un pays avec lequel il y a une convention de sécurité sociale, à ce moment-là, la demande doit être formulée directement auprès du régime de retraite français, auprès duquel vous avez cotisé. Donc, si vous avez cotisé au régime général, il faudra vous adresser à la CARSAT qui sera compétente dans la région dans laquelle vous avez travaillé en dernier lieu, ou le faire donc soit auprès de cette CARSAT en téléchargeant le formulaire de demande sur le site de l'assurance retraite, ou faire directement votre demande de retraite en ligne. Voilà, donc vous avez ces 2 possibilités, soit par courrier, soit directement en ligne. Et lorsque vous résidez en France, vous avez la possibilité également de le faire auprès de la CARSAT de votre lieu de résidence ou directement sur le site de l'assurance-retraite.fr. Vous pouvez faire votre demande de retraite en ligne. Dans ces cas-là, si vous avez travaillé à l'étranger, il est important d'indiquer dans cette demande de retraite que vous avez travaillé dans d'autres pays. Si vous ne l'indiquez pas, nous ne pouvons pas savoir. Donc, les formulaires ne pourront pas être envoyés dans d'autres pays. On n'aura pas connaissance des éléments de carrière que vous aurez pu effectuer. Donc, c'est vraiment important pour pouvoir signaler tous ces éléments dès votre demande de retraite. Et la demande est à faire bien 6 mois avant le point de départ souhaité pour votre future retraite. Je vais maintenant laisser la parole aux différents CARSAT, donc d'abord à la CNAV Île-de-France pour évoquer les 4 conventions pour lesquelles elle est compétente. Merci Virginie. Du coup, je prends la suite. Je fais juste très rapidement un petit point sur voilà, notre direction, la direction des assurés de l'étranger. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, c'est une direction qui a 18 pays pôles de compétences. Donc, les 4 effectivement au niveau du continent américain. Et nous avons également 11 pays au niveau de l'Afrique. Nous avons également le Portugal, etc. Donc, voilà, une direction dont la spécificité, on va dire, et réside dans le fait de traiter les dossiers des résidents à l'étranger. Pour vous donner voilà, un ordre d'idée, au sein de notre direction, on a 140 techniciens conseil retraite qui s'occupent des dossiers de retraite et de réversion des assurés qui résident dans les pays pour lesquels nous sommes pôle de compétences. En plus de ces techniciens retraite,
pour les résidents de l'étranger. Notre direction s'occupe également désormais des résidents Île-de-France qui ont exercé une carrière à l'étranger. En plus de ces deux activités retraite spécifiques, nous avons également un service veuvage qui est centralisé, c'est-à-dire que pour tout ce qui est veuvage pour des résidents à l'étranger, ils seront également traités à la direction des assurés de l'étranger à Tours pour des conjoints survivants de moins de 55 ans de façon générale. Une petite aparté qui peut aussi peut-être également vous intéresser, c'est au niveau de notre direction que nous avons le service Sandia qui s'occupe de l'immatriculation des personnes qui sont nées à l'étranger, qui est un service qui a reçu délégation de l'INSEE. Et est également présent au sein de notre direction le service d'ouverture des droits aux soins de santé qui s'occupe de l'ouverture et de la fermeture des droits aux soins de santé des retraités du régime général qui se sont installés de manière pérenne à l'étranger. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va pouvoir commencer du coup, Virginie, par la première slide sur les États-Unis. Je te remercie et je passe du coup la parole à Jérémy. Oui. Hop. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les conventions. On va juste indiquer les particularités pour les conventions. Donc, au niveau des États-Unis, première particularité, pour les bénéficiaires, il faut savoir qu'il y a une condition de nationalité. C'est uniquement les Français et les Américains où on pourra leur appliquer donc la convention franco-américaine. En termes de régimes concernés, il faut savoir qu'il y a des régimes français qui sont exclus de la convention. Donc, ce sera tous les régimes des fonctionnaires. Donc, pour ces personnes-là, on ne pourra pas non plus appliquer la convention franco-américaine. Pour le dépôt de la demande, donc, comment ça se passe si donc, un assuré veut sa retraite et vit aux États-Unis? Alors, en fait, il devra remplir un imprimé de demande de retraite de la Social Security américaine pour pouvoir bénéficier de la convention franco-américaine. Il faudra donc qu'il complète le formulaire SSA 2490 parce que c'est en complétant ce formulaire et en l'envoyant que donc en fait on pourra donc appliquer la convention franco-américaine. Il devra donc le compléter et l'envoyer donc à un bureau local de la Social Security. Le bureau local va ensuite transmettre donc le formulaire SSA 2490 donc au bureau international de Baltimore. C'est Baltimore en fait qui enverra un formulaire de liaison, le relevé de carrière, donc à la direction des assurés de l'étranger. Et quand on recevra nous tous les formulaires, c'est à ce moment-là qu'on pourra donc instruire la demande. Il y a quand même des petites particularités et des exceptions. Les demandes françaises peuvent être recevables sans le formulaire SSA 2490 si on n'applique pas la convention. Un exemple, si l'assuré réside aux États-Unis et qu'il n'a pas travaillé aux États-Unis, mais uniquement en France, la demande française pourra être recevable, mais également s'il est d'une autre nationalité, s'il n'est pas français ou américain, la demande française pourra également être recevable parce qu'il n'y aura pas d'application. Une autre exception, un Français qui réside aux États-Unis, mais qui va déposer une demande française lors d'un passage en France, elle sera également recevable. C'est bon pour moi. Je reprends juste la suite avant de passer sur le Canada, juste pour faire une petite aparté pour vous indiquer au niveau de notre direction, on est sur un volume à peu près annuel de 1100 demandes de droits personnels États-Unis et environ une centaine de demandes de pension de réversion. Et pour les traiter, nous avons 3 agences au niveau de la direction des assurés de l'étranger, avec donc 3 managers, bien sûr, et 22 techniciens conseil retraite. On peut passer du coup à la Convention Canada.
Merci. Alors, pour le Canada, pour les bénéficiaires, donc là, il y a une différence, c'est qu'il n'y a pas de condition de nationalité. Donc, on applique pour tout le monde. Dès qu'une personne a travaillé au Canada ou en France, on appliquera donc la convention franco-canadienne. Pour le matériel, comme pour la convention franco-américaine, les régimes donc des fonctionnaires également exclus de la convention. Pour le dépôt de la demande, donc là, c'est vraiment lié au lieu de résidence. Donc, ils doivent déposer donc, auprès de l'institution compétente du lieu de résidence. Pour le Canada, donc, ça va être au centre Service Canada local, qui devra donc déposer sa demande, bien indiquer qu'ils ont travaillé en France, puisqu'à ce moment-là, en fait, ils devront compléter des formulaires spécifiques pour après que nous, on puisse étudier la demande. Il y a une particularité, hein, Canada-Québec pour la province du Québec par rapport au dépôt. Il faudra donc, il y a vraiment la dernière affiliation qui est très importante. S'ils ont travaillé donc au Canada et au Québec et qu'ils ont travaillé en dernier lieu au Canada, ils devront déposer au Canada. S'ils ont travaillé en dernier lieu au Québec, ils devront déposer au Québec, hein. C'est une petite particularité liée à la province du Québec. Une autre particularité qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle, nous, les États tiers qui ont été inclus dans la Convention. Virginie vous a expliqué un petit peu par rapport aux conventions bilatérales et en règle générale, si on applique par exemple la Convention franco-américaine, on prendra uniquement les trimestres acquis en France et aux États-Unis pour le taux. Mais pour certaines conventions, on a l'application d'États tiers, c'est-à-dire qu'on pourra, dans le calcul du taux, ajouter les trimestres acquis dans un autre État. Pour le Canada, tous les pays donc, de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse, plus des pays où on a des conventions bilatérales en commun. Par exemple, on a le Brésil, le Chili, la Corée du Sud, les États-Unis, Inde, etc., etc. Il y a 13 pays. Un exemple, l'assuré a travaillé au Canada, en France et au Brésil. Il faut savoir que nous, on pourra totaliser les trimestres acquis dans ces 3 pays. Merci Jérémy. Du coup, on va continuer avec le Québec, qui est une autre convention différente de celle du Canada. Oui, elle a été mise en place au 1er décembre 2006. Pour la province du Québec, c'est une convention particulière avec des formulaires particuliers. Par rapport à ce que je vous ai dit juste avant pour le Canada, pour le champ d'application, c'est vraiment identique au Canada. C'est juste qu'il y a des formulaires spécifiques. Donc, nous, on recevra des formulaires pour pouvoir traiter la demande. Sinon, en termes de champ d'application, c'est identique au Canada. Pour les particularités indiquées précédemment, c'est la même chose, excepté pour les États tiers. Il n'y en a pas. On prendra uniquement les trimestres acquis en France et au Québec pour faire le calcul de la retraite française. Et au niveau donc de la direction des assurés de l'étranger, bon, c'est comptabilisé ensemble, mais pour donner aussi un ordre d'idée, on est sur un volume semblable pour les droits propres au niveau États-Unis, c'est-à-dire un volume d'à peu près 1100 demandes de droits de retraite personnelle et aux alentours de 180 demandes de pension de réversion. Et pour ça, nous avons également 3 agences avec 26 techniciens conseil retraite qui s'occupent de ces dossiers. Et pour finir avec la convention franco-brésilienne. Alors pour le Brésil, c'est une convention qui est un peu plus récente, qui est en vigueur au 1er septembre 2014. Pour les bénéficiaires, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de condition de nationalité également. Donc une personne qui a travaillé au Brésil ou en France, on appliquera la convention. Pour les régimes, comme c'est une convention assez récente, tous les régimes sont intégrés à la convention, il n'y a pas d'exclusion non plus. Pour le dépôt de la demande, idem. Donc l'assuré, il faudra qu'il dépose au niveau de son lieu de résidence. Une petite spécificité, si l'assuré réside au Brésil mais n'a jamais travaillé au Brésil, la demande française ne sera pas recevable. Il faudra quand même qu'il fasse un dépôt au niveau des caisses brésiliennes. Une dernière particularité pour le Brésil, il y a également, comme pour le Canada, des États tiers.
il y a 16 pays, dont l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, le Canada, etc., etc. Ça veut dire, pour un exemple, un assuré vous dit qu'il a travaillé au Brésil, en France, mais également donc en Allemagne. On pourra totaliser ces périodes également. Et sur la partie donc Brésil, on est entre, on va dire, 200 et 300 demandes de droits personnels par an et une centaine de demandes de pension de réversion. Pour ces dossiers brésiliens, nous avons deux agences et 17 personnes qui s'en occupent. Et on peut faire une petite aparté peut-être, puisqu'on travaille depuis quelque temps de concert avec l'ADRICO sur un projet de dématérialisation des échanges, des dossiers et documents liés aux demandes de retraite et instructions de retraite, afin de faciliter les échanges et notamment le temps perdu, entre guillemets, avec les délais postaux. Donc, c'est un projet en cours avec l'INSS et la CNAV. Et c'était tout pour nous côté DAE. Merci. Pour nous. Non, je n'ai pas eu le temps de préparer, comme mes collègues, une fiche récapitulative des éléments. Donc, nous travaillons avec trois pays. Le pays le plus ancien avec lequel nous travaillons, c'est le Chili. La particularité du Chili, c'est d'avoir deux catégories de régimes. Pour les personnes qui ont cotisé avant 1980, il y en reste encore quelques-unes. Donc, on a un institut public de retraite par répartition. Et donc, à partir de 1980, les personnes qui ont travaillé au Chili ont cotisé dans des administrations de fonds de pension. Donc, la convention s'applique, me semble-t-il, depuis 2005. Elle concerne, il n'y a pas de condition spécifique de nationalité. Le dépôt se fait au Chili pour les personnes résidant au Chili et en France pour les personnes résidentes en France. L'organisme de liaison chilien est également un organisme certificateur des périodes qui ont été cotisées dans les différentes administrations de fonds de pension. Bon, la collaboration avec le Chili est extrêmement fluide. Et bon, ça se passe très très bien. On est en liaison constante et quotidienne avec nos collègues donc, de la superintendance de pension de Santiago. L'Uruguay, alors l'Uruguay, nous avons, je pense que les dossiers que nous recevons d'Uruguay doivent se compter sur les doigts de deux mains ou peut-être trois dans l'année. On en a très très peu, mais ça fonctionne très bien. Il n'y a jamais de problème avec l'Uruguay, avec le même dispositif de dépôt en Uruguay pour les personnes résidentes en Uruguay et en France pour les personnes résidant en France. Bon, c'est un tout petit pays, hein, l'Uruguay, je crois que ça fait à peine 7 millions d'habitants. Et la particularité de l'Uruguay, c'est que plus de la moitié des Uruguayens ont une ascendance française qui est située dans le sud-ouest de la France. Voilà. Mais finalement, avec assez peu de personnes qui ont travaillé dans les deux pays. Le dernier pays avec lequel nous travaillons, c'est l'Argentine. Je ne sais pas ce qui remonte à Monsieur le sénateur comme problématique concernant l'Argentine. C'est une convention qui fonctionne très mal, à mon sens, et pas d'ailleurs qu'à mon sens. Malgré les efforts que nous développons, hein, malgré la bonne collaboration qu'il peut y avoir entre nous-mêmes, les services du consulat et les consulés, les représentants, les conseillers des Français de la circonscription d'Argentine.
donc avec lesquels nous avons des réunions désormais régulières, hein, tous les 3 mois, à l'initiative du service social du Consulat général de France à Buenos Aires. Bon, on arrive parfois à liquider un dossier en application de la Convention franco-argentine, mais c'est toujours très, très, très problématique. Voilà. Bon, donc, pas préparé particulièrement de diapos, mais en revanche, mes collègues et moi-même sommes prêts à répondre à toutes les questions concernant l'application de ces conventions. Juste pour t'appuyer, Pascal, au niveau du volume, nous, on est à peu près effectivement sur les 3 pays, hein, tout confondu. Je peux regarder dans le détail, on est à peu près voilà, sur un peu moins d'une centaine de dossiers sur l'année, là, par exemple, en sachant qu'on n'a que 3 techniciens qui ont pris cette compétence-là. Donc, voilà, on est quand même sur un flux mesuré là, concernant ces dossiers. On va peut-être maintenant passer sur la partie retraité, donc toutes les modalités à savoir lorsqu'on va vivre sa retraite à l'étranger. Françoise? Oui, donc moi, alors, comme je suis responsable du pôle relations avec les assurés de l'étranger, je suis en relation avec un certain nombre d'assurés, mais surtout avec beaucoup de conseillers. J'ai cru reconnaître quelques noms dans les participants. Certains nous saisissent régulièrement via l'AFE ou même certains consulats aussi. On est en relation avec les consulats. Et je vais vous parler, mais oui, des certificats de vie qui posent souvent des soucis et qui interrompent les paiements des retraites de nos assurés. Donc, la CNAV, hein, le régime général, paye les retraites le 9 du mois. Les paiements sont sur le compte. La retraite est sur le compte le 9 du mois. Lorsqu'il s'agit d'un compte bancaire en France, pour l'étranger, évidemment, il faut prendre les délais interbancaires, hein, puisque nous avons des correspondants bancaires dans les pays où nous les payons, mais il y a toujours un petit délai de quelques jours qui fait que c'est rarement le 9 sur le compte de nos assurés à l'étranger. Nous payons également dans plus de 150 pays, hein, donc on peut payer mais la personne peut garder également son compte en France, hein, si elle ne souhaite pas ouvrir un compte à l'étranger, là où elle est installée. Alors, il faut savoir que les retraites françaises sont exportables, hein, elles peuvent être versées dans le monde entier. Et en revanche, à l'inverse, certains pays n'exportent pas leurs pensions dans les pays dans lesquels ils ont une convention bilatérale. C'est-à-dire que vous devez résider dans le pays où vous percevez la pension et elle ne sera pas versée en France, si vous êtes retraité en France. Hors convention, certains États peuvent exiger la résidence du pensionné sur leur territoire pour leur payer la retraite, ce qui est le cas de l'Australie. Donc, si vous résidez en France et que vous décidez de partir à l'étranger, il faut bien sûr nous signaler dès que vous en avez connaissance, votre changement d'adresse. Il faut qu'on soit informé. Et dans ces cas-là, on vous demandera un certificat de vie, puisqu'il faudra le justifier. Et vous pourrez également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire votre changement de coordonnées bancaires dans le pays où vous vous installez, mais vous pourrez également conserver votre compte en France si vous le souhaitez. Et tout cela doit se faire par courrier. Alors, nous recevons régulièrement des demandes de changement de compte bancaire ou d'adresse via les conseillers
ou les consulats, nous les prenons lorsque vous nous les adressez sans problème. En revanche, les assurés eux-mêmes doivent le faire par courrier. Il n'y a plus possibilité de le faire via son espace personnel. Alors, lorsqu'on s'installe à l'étranger, il faut savoir que, bien sûr, il nous faudra un certificat d'existence ou un certificat de vie. Il porte différents noms. Mais une fois par an, nous avons besoin de ces certificats de vie. Il vous sera demandé et si vous ne le renvoyez pas dans les délais, la retraite est suspendue. Donc, ce certificat de vie doit être authentifié par une autorité locale compétente. D'ailleurs, vous avez la possibilité de vérifier sur notre site de l'assurance-retraite.fr. Il y a une carte du monde interactive où vous cliquez sur le pays qui vous intéresse et vous avez la liste des autorités compétentes pour pouvoir authentifier les certificats de vie. Donc, ce certificat de vie, il était avant demandé par chaque régime, ce qui compliquait bien la vie de nos assurés selon les pays, parce qu'en plus, il n'était pas forcément demandé à la même période. Donc, depuis fin 2019, et sur demande des élus qui ont vraiment insisté et qui étaient tout à fait légitimes, nous avons mutualisé les certificats d'existence, et ce qui a simplifié quand même la vie des retraités qui résidaient à l'étranger. Et c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus qu'une sollicitation par an. On ne leur demande plus qu'une seule fois pour tous les régimes. Et la nouveauté, c'est que les justificatifs peuvent être reçus et renvoyés par Internet. Donc, on a vraiment gagné en temps et ça a facilité la vie de nos assurés, puisqu'on a surtout évité tous ces délais postaux qui souvent arrivaient après la date qui était indiquée pour chaque certificat de vie. Et là, on assiste quand même à beaucoup moins de suspension de paiement pour non-réception du certificat de vie. Voilà, je vais passer la parole à Camille qui va vous faire un petit retour sur la réforme. Voilà. Alors, en synthèse et en conclusion, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la réforme des retraites parce qu'il nous faudrait bien plus de temps. Je vais être relativement synthétique, mais vous donner quand même les grands éléments. Donc, c'est une réforme qui est mise en œuvre aujourd'hui, depuis le 1er septembre dernier. Et c'est une réforme d'ampleur puisqu'elle a touché non seulement à ce qu'on appelle les éléments paramétriques pour le calcul de la pension, j'y reviendrai, mais a également intégré des nouvelles valorisations d'éléments de carrière. Alors, par exemple, cette réforme des retraites a créé une assurance vieillesse des aidants. L'assurance vieillesse des aidants, elle préexistait, ce n'est pas une nouveauté de la réforme des retraites. Par contre, elle permet d'étendre cette assurance vieillesse à de nouvelles catégories d'aidants. Deuxième point important sur les valorisations et qui peut vous intéresser également, c'est la création d'une pension d'orphelin pour les jeunes de moins de 21 ans. Ça, c'est une nouveauté. La pension d'orphelin, elle existait dans certains régimes de retraite, notamment le régime des fonctionnaires. Elle n'existait pas au régime général, mais ça y est, depuis le 1er septembre 2023, nous avons également la possibilité d'octroyer une pension d'orphelin aux jeunes orphelins de moins de 21 ans. Autre point qui est embarqué par la réforme des retraites, toutes les mesures pour encourager l'emploi des seniors et les mesures en faveur des assurés les plus modestes, avec une nouveauté concernant la retraite progressive. Là aussi, le dispositif de retraite progressive, il préexistait à la réforme des retraites, mais il a été élargi à l'ensemble des catégories de travailleurs, et notamment aux fonctionnaires. De la même manière, le cumul emploi-retraite est un dispositif qui préexistait à la réforme des retraites, mais là, il a été vraiment revisité. Et d'ailleurs, aujourd'hui,
on n'est pas encore en mesure de vous faire une information très spécifique sur le sujet parce que le dispositif est encore en train d'être, on va dire, élaboré et tous les décrets d'application ne sont pas sortis. Et enfin, la revalorisation du minimum contributif, donc du minimum retraite qui a été revalorisé à hauteur de 848 €. Alors, je vais terminer pour la réforme des retraites sur la mesure emblématique de cette réforme qui a été de toucher à l'âge légal et à la durée d'assurance. Pour vous dire déjà un premier point qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le relèvement de l'âge légal, il est progressif. Il ne se fait pas d'un coup. Ça veut dire que si vous vous référez au tableau qui est actuellement diffusé, une personne qui est née en 1963 n'a pas à attendre ses 64 ans pour partir à la retraite. Elle pourra partir à partir de ses 62 ans et 9 mois. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est pas un relèvement d'un coup, mais un relèvement progressif. Le deuxième point, c'est que l'âge du taux plein est maintenu à hauteur de 67 ans. Il n'a pas été touché par cette réforme paramétrique. Et le dernier point, c'est le nombre de trimestres requis. En fait, ce nombre de trimestres requis, il n'a pas évolué en tant que tel. Par contre, il y a eu un resserrement du calendrier de hausse de la durée d'assurance. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très précis, avant la réforme, les générations nées à partir de 1973 devaient avoir cotisé 172 trimestres. Avec la réforme mise en œuvre à compter du 1er septembre, ce sont les générations nées à partir de 1965 qui devront avoir cotisé 172 trimestres. Donc, on voit qu'il y a un resserrement et une accélération du nombre de trimestres requis pour obtenir sa retraite à taux plein. Voilà pour l'ensemble de cette présentation. J'ai bien conscience qu'on a été relativement dense et qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont passées. Donc maintenant, on va vous laisser la main pour poser les questions que vous souhaitez. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour cette présentation très, très détaillée et concise. Merci encore à nouveau, puisque ça a mobilisé de nombreux services. Donc, il y a déjà eu quelques questions, mais n'hésitez pas, hein, à soit vous levez la main si vous souhaitez intervenir, soit vous déposez directement votre question sur le chat. Je sais qu'il y a une personne qui a dû partir, qui en a posé une. Donc, moi, je vous livre 2-3 questions. Il y a eu une question déjà plusieurs fois qui m'a été posée, c'est si votre présentation est disponible déjà pour la partager, si vous avez la possibilité et le droit de la partager. Alors, je rappelle que cette rencontre est enregistrée et sera disponible de toute manière pour les personnes qui s'y sont inscrites. Mais sinon, j'ai une question. Donc, y a-t-il une raison de ne pas prendre en compte les expatriations dans plusieurs destinations pour le calcul de retraite? Donc, Alors, voilà. je veux bien tenter une réponse et je laisserai peut-être Virginie me compléter. Mais la raison, elle est légale. Elle est légale, c'est-à-dire qu'on peut procéder à la totalisation des périodes d'assurance dès lors qu'on est dans le cadre notamment des règlements de coordination européenne qui le prévoient expressément. On peut prévoir une totalisation, comme on a essayé de vous l'expliquer lors de la présentation, quand la convention bilatérale le prévoit expressément. Mais en dehors de ces cas de figure, on est bloqué, nous, légalement. Donc, c'est un blocage légal, tout simplement. Virginie, si tu veux compléter. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est ce que j'expliquais. J'ai bien insisté sur le fait que les accords internationaux étaient des accords bilatéraux. C'est la France qui signe avec les États-Unis, par exemple. Et donc, on ne peut pas imposer à l'autre État de prendre en compte des périodes qui n'auraient pas été effectuées dans un pays pour lequel il avait lui-même une convention, par exemple. Donc, on est bien dans un accord bilatéral. Donc, on ne prend en compte que les périodes effectuées dans les deux pays qui ont conclu cet accord. Exception faite, et Jérémy l'a bien évoqué, de ce qu'on appelle une annexe qui s'appelle la liste des États tiers. Et à ce moment-là, si les deux États, donc la France et l'autre État contractant de la Convention, ont stipulé des pays pour lesquels on prenait en compte les périodes aussi effectuées dans ces pays, c'est expressément écrit dans une annexe de la Convention. Au-delà, on ne fait pas un grand tout de toutes les périodes effectuées dans les pays du monde.
Merci à vous. Alors après, je regarde, il y a d'autres questions, mais je vois qu'il y a une personne en attendant qui lève la main. Donc, je vais lui donner la parole pour poser sa question. C'est Edmond Suchet. Donc, hop, faut couper le. Normalement, Oui, Ah, c'est bon. bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur. Je suis au Paraguay, mais on est oublié en Amérique latine, on dépend de Buenos Aires, mais on est au Paraguay. Donc, on n'a pas les mêmes conventions, on n'a rien. Donc, on a pas mal de soucis avec des petits retraités, comme de toutes petites retraites. Je voudrais vous demander, j'ai plusieurs questions à vous poser. Premièrement, l'IBAN, c'est pas seulement français, hein. On peut très bien ouvrir maintenant avec les comptes Internet, ouvrir un compte en Belgique ou dans un autre pays de l'Europe. Et je voudrais savoir si la CNAV ne fait pas de difficulté pour les comptes ouverts en Europe par un ressortissant des Français de l'étranger. Un ressortissant français à l'étranger. Je précise, parce que normalement, il y a liberté de circulation et liberté aussi de service, et que les services financiers font partie de ces libertés. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui se font fermer des comptes en France, des fois, ils sont obligés d'avoir recours à des comptes en Europe, en ligne, qui permettent éventuellement de conserver en France et de faire les transferts ensuite. Voilà. Deuxième chose que je voulais demander, Alors, sur quoi la dame nous a parlé de 848 euros de minimum vieillesse, mais ça, c'est pas vrai, c'est pas applicable aux Français d'étrangers, puisque c'est les consulats, quand ils ont de 140, 400 euros de retraite, ils complémentent avec une aide sociale pour certains pays, comme l'Argentine, par exemple. Au Paraguay aussi, mais nous, c'est très bas, c'est 383 euros, donc c'est très bas. Je voulais savoir pourquoi on parle des 848 euros et comment ça se fait que l'assurance étant, la minimum vieillesse étant une règle française, pourquoi elle n'est pas appliquée aux Français de l'étranger? Bon, ça, c'est une deuxième question. Et la troisième question, c'est qui est responsable pour le Paraguay à la CNAV? Moi-même, j'ai eu un petit souci, j'en profite. Ça fait des années que la CNAV me prélève la CSG-RDS, pas ma retraite complémentaire, mais la CNAV, il n'y a pas moyen, ils sont en retard, ils font n'importe quoi, je suis désolé. J'ai écrit des lettres recommandées, jamais eu de réponse. Voilà, alors, je voudrais savoir à qui faut écrire pour rétablir cette affaire. Parce que j'ai une vieille lettre recommandée qui date de plusieurs années, il n'y a rien, jamais eu de réponse. Donc, la dernière question que je poserai, c'est la fracture numérique. C'est bien beau de numériser tout, mais il y a des tas de gens qui ne savent pas forcément se servir d'Internet, particulièrement les personnes anciennes, âgées. Voilà, ils ne savent pas. Alors, c'est un peu compliqué d'envoyer des choses par Internet, et les certificats de vie, eh bien, évidemment, ils arrivent un peu tard. Voilà, merci beaucoup de la réponse qui pourra m'être donnée. Les réponses. Merci. alors, moi, je veux bien répondre sur la première concernant les comptes bancaires. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez conserver votre compte en France, vous pouvez ouvrir un compte dans le pays où vous résidez, mais vous pouvez également avoir un compte en Belgique, en Allemagne, enfin, où vous voulez, sur les comptes européens, d'ailleurs, dont vous nous parliez. Vous pouvez d'ailleurs, c'est même beaucoup plus facile de verser les retraites sur des comptes européens, puisque ce sont des virements CEPA. Donc, souvent, c'est beaucoup plus facile pour nos assurés de percevoir leur retraite que sur des comptes, effectivement, en Amérique latine, où c'est beaucoup plus compliqué avec les transferts bancaires. Alors, sur le Merci beaucoup. Paraguay, il n'y a pas convention internationale de sécurité sociale. Et les négociations de convention ne relèvent pas de la compétence de la CNAV, mais de nos gouvernements respectifs, donc gouvernement français et gouvernement paraguayen. Donc voilà, voilà, je n'ai pas connaissance en tout cas de négociations en cours avec ce pays. Et Mais après, à qui on écrit? À qui on écrit? à qui on écrit pour, pardon? Responsable du Paraguay, parce que vous avez donné un certain nombre de pays vous avez donné, par exemple, je sais plus, enfin, j'ai noté ça,
J'ai fait Mais il y a une responsable, soit à la CARSAT, soit à l'Île-de-France, à qui on écrit. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de convention internationale de sécurité sociale, on n'a pas de CARSAT compétente pour le Paraguay, puisque de toute façon, nous ne prendrons pas en compte les périodes effectuées dans ce pays. Donc, il faut que vous vous adressiez dans ces cas-là, si vous avez une demande à faire ou des changements de coordonnées, à la CARSAT qui vous verse votre retraite. C'est un CARSAT compétent, donc là, certainement la CARSAT de votre ancienne région de travail. Donc, si vous avez travaillé à Marseille, ce sera la CARSAT de Marseille qui sera compétente. Voilà, j'ai eu d'autres. Je vois qu'il y a d'autres questions qui ont défilé. Alors, je vais vous dire. Puis après, il y a une demande de parole. Il y a aux États-Unis, il faut être citoyen. Mais que se passe-t-il quand on est résident des États-Unis et pas citoyen? Pouvez-vous expliquer brièvement la différence entre les deux? Qui peut Est-ce répondre? qu'il y a un représentant de la DAE qui peut prendre? Jérémy, du coup, tu veux reprendre la parole sur ce point-là ou pas? Parce qu'au niveau convention États-Unis, c'est les nationalités, je crois. La question. De mémoire, c'est ça. C'est français ou américain. Donc La là, question, ça c'est que serait s'ils le ne sont cas pas d'un américains, résident par exemple, américain. Voilà. Oui. ils Pas résident, mais américain, pas mais résident américains. aux États-Unis. Bah, la convention ne s'applique pas, donc en fait, ça veut dire Non, que il faudra qu'ils déposent directement au régime général en France. en Donc là, ce France, ouais. sera. Voilà, exactement. Ouais. Donc soit par Internet, soit avec le formulaire adressé à CERFA français, à la caisse, à la CARSAT, on va dire, du dernier endroit où il a travaillé. c'est ça. Et auprès du régime américain pour la pension américaine, je suppose. S'il a travaillé aux États-Unis. Là, c'était vraiment lié que pour la demande française, si je ne me trompe pas, non? Alors, Oui, voilà, exactement, ouais, c'est ça. C'est que s'il a travaillé aux États-Unis et en France, mais qu'on n'applique pas la convention liée à la nationalité, il devra faire deux dépôts. De Un aux demande États-Unis séparée. et une demande en France, exactement. Ouais. très bien, j'ai une main levée, là, deux mains levées. Il y a Colin Cavigny. Cavigny, si tu veux poser ta question, et après je prendrai une question écrite. Oui, j'avais posé une question dans le chat et Madame Françoise, et je cherche son nom pour ne pas dire n'importe quoi, Julien Degast. Vous avez dit que vous pouviez être sollicité directement par les assurés? Alors, il arrive quelquefois que nous sommes, effectivement, on peut être sollicité par les assurés directement. Mais s'il vous plaît, ne donnez pas nos coordonnées parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. La pratique que nous avons toujours Oui, utilisée. oui, je sais, mais quelquefois, bon, il y a quelques petits débordements, donc on s'en sort plus. On continue sur cette ligne, on est d'accord. Si les assurés nous sollicitent directement, on s'en sort plus. Nous ne sommes que 3 et ça va pas être possible. Voilà. Non, 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 non. Surtout garder nos coordonnées par devers vous parce que sinon, non, non, on va pas s'en sortir. Je sais que vous êtes en relation avec ma collaboratrice, Madame Legnaud. ou Madame Legnaud, tout à fait. J'ai une deuxième question. Moi, j'ai beaucoup de gens qui, au premier paiement, se font envoyer un chèque qu'il est impossible d'encaisser ici. Et ce, bien qu'on ait envoyé plusieurs fois le RIB, et j'ai l'impression de devoir souvent renvoyer 2-3 fois le RIB, principalement pour le premier paiement. Oui, c'est vrai que malheureusement ça arrive, puisque ce sont deux secteurs différents qui doivent enregistrer, donc qui s'occupent de la liquidation du dossier de retraite et de l'enregistrement des relevés d'identité bancaire. Il suffit que le dossier soit liquidé avant l'enregistrement des coordonnées bancaires et effectivement ça part en lettres chèques et c'est compliqué. Mais bon, on essaye d'être vigilant pour enregistrer les RIB avant Moi, je recommande que aux ça gens de le puisse renvoyer partir. une dernière fois
au cas où. Oui, je sais bien. Oui, ça arrive. Oui, oui, c'est vrai. Et Mais dès que possible, on les enregistre, hein, mais bon, il y a quelques petits. Ça arrive. Le premier paiement, souvent, ça arrive, effectivement. Voilà, c'est ça. Et j'ai une dernière question en relation avec celle de M. Suchet. Et moi, il y a un truc que je n'ai pas bien compris encore, c'est la CSG n'est payée que sur la pension qu'on reçoit de Agirc Arco et pas de celle de la CNAV. Alors, Pour les mêmes règles. pour, concernant les prélèvements sur la retraite, nous, on va vous parler des prélèvements sur la retraite de base de la sécurité sociale. Si vous êtes résident en France, alors vous pouvez être à l'étranger et être encore résident fiscal en France, à ce moment-là, sera prélevé sur votre retraite la CSG, la CRDS et la CASA. Si vous nous avez signalé votre changement de résidence fiscale, à ce moment-là, c'est une cotisation assurance maladie de 3,2% qui pourra être prélevée sur votre retraite si vous en réunissez les conditions. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? À peu près, mais il manque, en fait, mais peut-être que vous n'êtes pas en mesure de répondre sur la Ce sont des partie règles Agirc fiscales qui s'appliquent aussi bien au régime de base qu'au régime complémentaire. Donc, s'il y a une distorsion entre les deux, il faut s'adresser au régime complémentaire pour qu'il redresse la situation. Alors, parce que moi, j'ai en fait des retraités qui ne comprennent pas et n'acceptent pas de devoir payer une CSG alors qu'ils ne reçoivent rien, ou même une cotisation sécurité sociale, alors qu'ils ne reçoivent rien de la sécurité sociale vivant ici. Alors, juste là-dessus, sur la cotisation assurance maladie. Cette cotisation assurance maladie est prélevée sur votre retraite si vous réunissez plus de 15 ans de durée d'assurance en France, c'est-à-dire que vous avez travaillé plus de 15 ans en France, pour résumer globalement. Et elle sera prélevée alors même que vous êtes toujours dans votre pays de résidence et que vous n'avez plus de lien avec la France. C'est comme on va dire comme un prélèvement, une allocation solidarité. Parce que, voilà, et c'est-à-dire qu'en cas de retour en France, ces personnes-là peuvent se faire soigner sur le territoire français. Elles sont prises en charge. Donc, tout ce prélèvement. Donc, nous, on le fait, ce prélèvement, pour le compte de l'assurance maladie. D'accord. Bien. Non, ça m'aide à être sûr que je ne dis pas n'importe quoi aujourd'hui. Je vois, il y a d'autres demandes de prise de parole, mais je vais vous poser aussi une question qui a eu dans le chat. C'est alors, au Chili où nous avons une convention bilatérale, je sais que le temps de gestion peut être très long pour obtenir sa retraite. Combien de temps avant la date de retraite faut-il faire sa demande? Alors, je sais pas qui a posé la question. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit si long que ça avec le Chili, mais enfin bon. Comme dans les cas normaux d'une personne qui réside en France, on conseille de faire la demande 6 mois avant le point de départ choisi pour la retraite. Alors, ce qui peut se passer, effectivement, c'est que parfois, les gens habitent à l'autre bout du Chili et puis, bon, si l'administration de fonds de pension est un peu lente à transmettre la demande, ça peut être un peu plus long, mais je n'ai pas vraiment l'impression de... je pense que la majorité des dossiers se résolvent dans les 6 mois avec le Chili. On n'a pas de difficulté particulière. Après, ce qui aussi conditionne l'ouverture du droit, c'est la date du dépôt du dossier. On sait bien que les formulaires sont longs à arriver. Quelqu'un qui s'y prend effectivement au minimum 6 mois, on va dire, on est dans les clous. Même si elle a déposé en mai pour le mois de juillet, à partir du moment où elle l'a déposé en mai, c'est la date qui fera. Les formulaires, on les reçoit du jour au lendemain avec le Chili maintenant. Donc, effectivement, là où il peut y avoir un délai, c'est entre le dépôt auprès de l'administration de fonds de pension et la certification par la Superintendencia de Pensiones à Santiago. Mais moi, à la vue de ce qui se passe, les délais ne sont pas, sauf exception, sont pas exceptionnellement longs. En tout cas, il me semble qu'une personne qui demande sa retraite auprès de son administration de fonds de pension 6 mois avant la date de point de départ de la retraite française, elle a toutes les chances
d'être payés dans les délais. Alors, parfois, parce qu'il faut quand même nuancer, qu'est-ce qui peut rallonger le délai? Parfois, tout simplement, c'est que la personne, par exemple, ne va pas réunir les conditions du taux plein pour la retraite française. Donc, on va être amené, par un souci de précaution, puisque l'on liquide les droits de façon définitive, on va lui dire, Madame, Monsieur, attention, votre retraite, si on la liquide maintenant, n'est pas à taux plein. Est-ce que vous voulez quand même qu'on la liquide ou est-ce que vous préférez attendre le moment où vous avez le taux plein? Alors, c'est vrai que là-dessus, il peut y avoir, effectivement, il y a des délais d'échange de courrier, etc., qui peuvent rallonger. On peut avoir aussi, ce qui est susceptible de rallonger, c'est la demande de droits dérivés quand le conjoint survivant n'a pas été immatriculé en France, puisque là, on a toutes les opérations d'immatriculation de la personne, et ça, forcément, ça va rallonger un peu le délai. Enfin, bon, sur 6 mois, quand même, je pense qu'aujourd'hui, on est en capacité de gérer ça, sauf difficultés particulières, mais qui ne sont pas des difficultés liées à l'application de la coordination franco-chilienne. Bien. Ben, merci à vous. En tout cas, c'est Catherine Blanche qui est élue au Chili qui a posé cette question. Donc, si jamais elle a Mais des elle a questions, tout à vous fait les la faire possibilité remonter. de s'adresser à nous. Voilà, tout à Hein, fait. on a l'habitude de travailler avec les conseillers. Si véritablement elle voit qu'un citoyen français lui dit je suis complètement perdu, mon dossier n'avance pas, etc., qu'elle tire la sonnette d'alarme. D'accord. Le message est passé. Il y a 3 demandes de prise de parole pour des questions. Donc, je vois Malika Rabia qui est au Nicaragua. Oui, bonjour. Le Nicaragua n'a pas de convention entre Nicaragua et la France, ça on le sait. On n'a pas de consulat, on n'a plus de consul honoraire et on est dans un contexte un peu compliqué. Actuellement, en tant qu'élue, je m'occupe des pensions des retraités français, je les aide, mais surtout des pensions de réversion des veuves qui ne sont pas françaises, qui n'ont jamais vécu en France, qui ne parlent pas français et qui n'ont donc pas de numéro de sécurité sociale. Donc, dans ce cas-là, il y a une lenteur, je ne sais pas à quoi c'est dû. On envoie le dossier de demande de réversion à Tours, puisqu'on n'a pas de convention. Et une fois, bon, c'est un peu lent, mais c'est normal, il faut faire la transcription du décès, etc. Une fois que la CNAV dit OK, c'est bon, elle aura sa pension de réversion, on lui dit ah, mais attendez, il faut qu'elle ait un numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, vous l'envoyez à je ne sais plus qui, et des fois, ça met 2, 3, 4 mois. Donc, pourquoi y a-t-il cette lenteur? Parce que c'est un droit des veuves, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, actuellement, donc une veuve est en train de faire sa demande de réversion. C'est pareil, elle est nicaraguayenne, elle n'a jamais vécu en France, elle n'a pas de numéro de sécurité sociale. On a fait la demande directement donc à la CNAV de Tours. On a envoyé les multiples formulaires, etc. Et là, on vient de recevoir du régime complémentaire en lui disant, bah, oui, c'est bien, mais nous, il nous faut aussi la demande. Donc, il nous refaut ces papiers-là, pas. Donc, je ne comprends pas parce que, d'après ce que vous avez dit, tous les régimes sont ensemble, non? Régime général et régime complémentaire, non. Donc, il faut que cette dame refasse la même chose avec Madre mia. Eh ben, d'accord. OK. Et on a un autre problème. L'autre dame, donc depuis février, la sécurité sociale, elle a eu son numéro de sécurité sociale, c'est bon. Vous lui avez envoyé, donc la CNAV, vous lui avez envoyé le rétroactif de sa pension de réversion qu'elle n'a jamais reçu. Et depuis 2 mois et demi, je suis en contact avec la CNAV de Bretagne, dont dépendait donc son défunt mari. Et on m'a remis à la BRED, à la banque de la BRED, mais je ne comprends pas le système. Normalement, c'est la CNAF qui doit se charger de récupérer cet argent qui a été envoyé par erreur à une banque intermédiaire autre que celle de la banque qui reçoit l'argent au Nicaragua.
Comment cette dame peut accélérer le processus parce qu'elle a besoin de cet argent. Voilà. Et je voulais remercier Madame Julien Decaze qui est une aide précieuse. Voilà. Alors, je vais vous répondre, merci en tout cas. Je vais vous répondre pour cette dame-là qui est en Bretagne, c'est ça? Saisissez moi et puis je verrai avec la CARSAT Bretagne ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Après, concernant effectivement la certification du numéro de sécurité sociale, hein, c'est toujours, nous, on est sur les résidents étrangers aussi, hein, CARSAT Aquitaine, donc tout le monde, effectivement, n'a pas une activité en France et de ce fait n'a pas un numéro de sécurité sociale certifié, hein, puisque nous, aujourd'hui, pour payer un droit, il nous faut absolument être sûr de l'identité de la personne et lui certifier un numéro de sécurité sociale français. Hein, c'est l'organisme du Sandia, hein, généralement, où on en envoie les demandes. Donc, nous, on transmet. C'est vrai que c'est un organisme qui en gère énormément. Donc, il y a du délai. Ils sont très regardants, effectivement, au niveau des pièces à fournir. Hein. Généralement, on demande 2 pièces d'état civil différentes. C'est obligatoirement 2 Hein. pièces. Donc, voilà. Le NIR ne sera pas certifié sans un document d'état civil et un document d'identité. La seule chose qui peut peut-être vous permettre de gagner un petit peu de temps, notamment pour les pensions de réversion, si vous savez que le conjoint survivant n'est pas connu, entre guillemets, du système de sécurité sociale français, c'est d'envoyer ou de lui demander d'envoyer en même temps que son dépôt de demande de réversion une pièce d'état civil, un acte de naissance ou certificat de naissance, hein, en fonction du pays, je ne connais pas toutes les dénominations, et un document d'identité. Le Sandia demandera forcément ces 2 pièces pour certifier le numéro de sécurité sociale. Et comme vous le disiez, voilà, de toute façon, CNAV, CARSAT, etc., on ne payera pas, on ne mettra pas en paiement une pension sur un NIR qui n'est pas un numéro de sécurité sociale, pardon, qui n'a pas été certifié par le Sandia avec ces 2 pièces cohérentes et conformes. Et Compte après, tenu des délais effectivement, le postaux, Sandia, il traite. compte tenu des délais postaux, ça peut quand même réduire considérablement le délai de traitement, hein, de joindre Voilà, ces si c'est pièces-là à envoyé la demande. dès le départ, voilà, si vous avez la possibilité auprès des assurés de leur demander d'envoyer dès le départ une pièce d'état civil et un document d'identité, de toute façon, ils seront demandés au cours de l'instruction. Donc, si vous les envoyez directement, ça veut dire que l'organisme, que ce soit nous à Tours ou dans une CARSAT, dès le départ, l'organisme va pouvoir demander la certification au Sandia du numéro de sécurité sociale. Et le Sandia, bien sûr, comme il traite tous les organismes de la protection sociale de France, toute personne née à l'étranger qui a besoin de numéro de sécurité sociale est traitée au Sandia, donc ils ont bien sûr beaucoup de demandes, il n'y a pas que la retraite. Mais effectivement, si c'est fait dès le dépôt de la demande, principalement bien sûr de réversion, ça peut gagner quand même peut-être facilement 1 mois ou 2. Super, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et j'ai donc maintenant une question de Annie Michel. Bonjour. Je voulais simplement spécifier que les retraités qui ont pris leur pension avant le 1er septembre 2019 ne doivent avoir cotisé que 10 ans à une caisse de retraite française, n'est-ce pas? Parce que vous avez parlé de 15 ans tout à l'heure, ça c'est après le 1er septembre 2019, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui nous demandent et qui ont des problèmes. Donc, effectivement, il faut vraiment bien spécifier qu'avant le 1er septembre 2019, c'est 10 ans de cotisation. Ce qui m'amène également à poser la question, mais qui est peut-être un petit peu en dehors du sujet, c'est le sujet de la carte vitale. Il y a beaucoup de gens qui assimilent la demande de retraite à la carte vitale. Doit-on les diriger alors, s'ils ont cotisé 10 ans avant le 1er septembre 2019 ou 15 ans après, doit-on les envoyer au CNAREF ou à Amélie? C'est juste une toute petite question supplémentaire, mais qui nous aiderait beaucoup si on pouvait avoir la réponse. Si le retraité réside à l'étranger, il faut qu'il s'adresse au CNAREF. Ok. Merci. Et merci pour oui. Alors, je suis restée sur la règle, on va dire, la plus commune des 15 ans, qui disait que si avant
Avant 2019, oui, c'est 10 ans de durée d'assurance, si la personne était connue. Merci. Merci beaucoup. Et il y a une autre question, Marie Articalde, au Chili. Bonjour Yann, tout Bonjour. d'abord merci pour cette très bonne idée. Et puis aussi, je rejoins les propos de ma collègue, c'était, je crois, Malika Rabia, qui remercie l'implication de Madame Juliane de Gast. Je la sollicite assez régulièrement et toujours avec beaucoup de succès. Et par contre, je vais contredire Monsieur Pilet, car la convention avec le Chili a été assez catastrophique. Il parle de 6 mois. Bon, Madame Juliane de Gast peut témoigner que l'année dernière, au mois de mars, au mois de mars 2023, il y avait une personne qui avait présenté sa demande de retraite au mois de janvier 2022 et qui n'avait aucune réponse. Je ne sais pas quel miracle a fait Madame Juliane de Gast, car 2 mois après, je reçois un appel téléphonique de cette personne pour me dire que la banque l'avait appelé pour lui dire qu'il y avait un montant très important qui avait été versé, qu'il ne savait pas qu'est-ce que c'était, etc. Donc, le problème, c'est qu'il faut peut-être prévenir les assurés qu'il va y avoir un montant parce que maintenant, avec le problème de drogue, etc., il y a toujours des méfiances extrêmes des banques pour quand ils reçoivent des montants importants. Et c'est vrai que l'Instituto de Seguridad Social, de Previsión Social ici, il n'y a pas des personnes qui parlent français, donc je m'étonne ce que dit Monsieur Pilet, pardon, qu'il y a une très bonne relation, car moi je suis sollicitée très fréquemment et donc je vais peut-être m'adresser à lui lorsque je vais avoir des personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça met presque un an à recevoir une réponse de la part de la CNAV. Et Attendez, de la part de la CNAV, non, certainement de la CARSAT Aquitaine, dans la mesure où on est pôle de compétences. Ou alors ce sont des personnes qui résidaient précédemment en région Île-de-France et qui avaient liquidé leurs droits éventuellement avant de partir. Parce que les droits en convention, ils sont liquidés pour les résidents au Chili par la CARSAT Aquitaine, ça fait au moins 15 ans. Ce cas précis était très particulier quand cette personne travaillait au Chili, mais je devrais peut-être pas le dire, dans l'Institut français, ça veut dire elle était une employée administrative du gouvernement et on ne lui avait pas cotisé au Chili. Donc, elle n'avait fait valoir que ses cotisations françaises et on l'avait obligée à faire sa demande face à la superintendencia du Chili. C'est quelque chose qui est assez, on peut dire, particulier. Mais la vérité, c'est que, bon, on ne va pas en faire un cas puisque tout est bien qui finit bien. Par Mais contre, on est sur un cas particulier, je veux bien l'entendre. Hein, il y a parfois des ratés dans le processus. Et effectivement, bon, il s'agissait d'une personne donc, qui n'avait jamais cotisé au Chili. Non. Voilà. Bon. Donc, l'autre question à moi, c'est que je n'ai pas bien saisi la réponse sur le CRS-CGD, car si la personne cotise à la CFE, pourquoi est-ce qu'on va lui faire un retrait de santé pour la santé? C'est ça. Merci beaucoup. Merci Yann. Alors, excusez-moi sur la question, je n'ai pas compris par rapport à la CFE. Vous parlez de la cotisation assurance maladie ou de la CSG-CRDS? Non, et vous avez expliqué tout à l'heure, peut-être que j'ai mal compris, que les personnes qui n'habitaient pas en France. Alors, ce n'est pas une question d'habitation, pas habiter en France, c'est une question de résidence fiscale. Si vous De résidez, résidence fiscale. voilà, si vous résidez Parce que fiscalement normalement, en France,
Oui, normalement, les Français ont une résidence fiscale à l'étranger. Donc, Ça, ils c'est payent des pas toujours le impôts cas. en tant que Ça dépend. résident. C'est pas toujours le cas, madame. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Vous pouvez avoir aussi des revenus en France et payer des impôts en France. On peut, enfin, généralement, c'est le cas, mais pas toujours. Et donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer de nouveau ce que vous avez dit à propos de la sécurité pour la santé des Français résidant à l'étranger et qui reviennent en France? Alors, lorsque vous résidez fiscalement hors de France, on prélèvera sur votre retraite de base de la sécurité sociale une cotisation assurance maladie de 3,2%. Ce prélèvement vous permettra à cet assuré, lorsqu'il revient en France, d'être pris en charge pour ses soins en France, ses soins lors d'un séjour temporaire en France. Il revient pour voir de la famille, il a une rage de dents, il pourra aller voir le dentiste et il y aura une prise en charge pour les dépenses de soins, en tout cas pour les dépenses de soins de base, hein, pas complémentaires. Il y aura une prise en charge en France de ces soins. Même s'il s'est cotisé à la CFE. Oui. La CFE, c'est pour sa prise en charge dans son pays de résidence. Non, la CFE aussi prend en charge en France. Mais l'un n'empêche pas l'autre. À partir du moment où vous résidez à l'étranger et que vous avez une durée d'assurance, donc de 15 ans ou 10 ans en fonction de la date expliquée tout à l'heure de 2019, ce prélèvement se fera automatiquement. De toute façon, il me semble que la cotisation CFE est modulée dans ce cas-là. Je vais interroger la CFE. Merci. Très bien, merci. On a peut-être une dernière question parce qu'après, on va arriver au bout de notre échange. C'est Gwenaëlle Olivier qui est à Montréal, qui souhaite poser une question. Oui, je voulais juste une petite clarification aussi au niveau des conventions. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai travaillé aux États-Unis, en France et en Ontario, je peux faire reconnaître donc dans les 3 pays. Tandis que si j'ai travaillé en France, au Québec et aux États-Unis, je ne pourrais faire reconnaître que dans 2 pays, c'est ça? J'ai pas le deuxième cas de figure, Oui, si vous pour voulez bien. essayer de vous Alors, répondre. USA, ouais, c'est ça. Le premier cas, c'était USA, France, Ontario, et le deuxième, Oui. c'était France, Québec Et USA. Et le troisième, c'était Et USA. USA, ouais. Alors, j'ai pas la liste des États tiers sous les yeux. Je sais pas si tu l'as, Jérémy, pour le Canada. Mais on parle de... Enfin, l'assuré réside où déjà? C'est Alors, important. par exemple, l'assuré réside Alors, dans le premier cas, il résidera en Ontario. Et dans le deuxième cas, il résiderait au Québec. Puisque vous avez dit qu'il y avait une Bah, c'est convention ça, oui. particulière, celle de 2006, pour le Québec. Exactement, oui. Ouais, Canada, il y a les États tiers. Je sais pas. Les États-Unis sont dedans, sont dans la liste des États tiers, du coup. Alors, pour le Canada, c'est ici. Oui, ils sont dedans. Si effectivement les États-Unis font bien partie des États tiers, effectivement, pour le premier cas de figure, on va pouvoir totaliser les périodes, pas pour le deuxième. À vérifier que les États-Unis fassent bien partie de la liste des États tiers, par contre. Je ne l'ai pas sous les yeux. Pour le D'accord. Canada, Non, mais oui, c'est oui. parce- D'accord. Merci. Oui, c'est sûr. Pour le c'est sûr. Canada, oui, c'est ça, Jérémy? Voilà, donc effectivement, premier cas de figure, ça sera totalisé. Les trois périodes de carrière sont comptabilisées ensemble, pas dans le deuxième cas. Il y aura France, Québec et USA-Québec. C'est ça, exactement. Oui. Il y aura 2 calculs. Séparément. Voilà, 2 calculs séparés. Merci. Je voyais une demande. Alors, je vais prendre une exception, une dernière prise de question parce que après, je vois Monique Curioni souhaite poser une question à Washington, c'est ça?
Vas-y, Monique, on t'entend pas. Bon, on l'entend pas. Bon, on n'entend pas, on n'entend pas Monique. Bon, bah, Monique, si tu nous entends, en tout cas, tu pourras nous envoyer ta question, sinon pour une réponse qui te sera faite personnellement, parce qu'on ne t'entend pas. En tout cas, bah, merci à vous toutes et tous pour votre disponibilité, en tout cas pour avoir répondu des questions de manière très précise. Merci à toutes. Et puis, comme je vous ai dit, bien évidemment, il y aura la possibilité de revoir, si jamais il y a des points, vous voulez revoir des points qui concernaient vos pays spécifiques. Donc, n'hésitez pas. Puis, je reste disponible. Et puis, je remercie aussi les services, effectivement, puisque nous-mêmes, on les sollicite beaucoup pour leur disponibilité, que ce soit auprès des élus consulaires en règle générale et auprès de nous, où ils débloquent effectivement des dossiers individuels et on vous en remercie beaucoup pour ça, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, Au revoir. messieurs. Bonne journée pour Merci les beaucoup. Américains. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.